Le ramassage scolaire reste suspendu ce jeudi dans le département en raison du risque de verglas. Le rapporteur public du tribunal administratif de Cergy-Pontoise requiert l'annulation totale du plan local d'urbanisme de Domèche. La juridiction était amenée à se pencher sur 4 recours demandant l'annulation d'une délibération du conseil municipal du 15 septembre 2017 et approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Le projet Europacifi est au cœur de ce plan. Il prévoit notamment de construire sur 80 hectares de terres agricoles sur les 300 que compte le triangle de Domèche jusqu'à 2027. La bétonneuse folle s'emballe et on ne sait où elle s'arrêtera, c'est ce qu'a déclaré le rapporteur public au tribunal. L'avocat de la ville conteste la décision. Le conseil de la ville a demandé au tribunal de s'en tenir au maximum à une annulation conditionnelle et différée dans le temps. La décision finale sera connue le 22 février. Une dizaine d'enseignants stylo rouge du Val d'Oise se sont retrouvés hier devant l'inspection académique à Olny pour partager leurs inquiétudes dans l'évolution de leur métier. Ils souhaitent prendre part aux manifestations nationales prévues ce samedi. Ils réclament notamment la reconnaissance du travail invisible, la revalorisation du salaire et la diminution des effectifs d'élèves par classe pour que les jeunes évoluent à 20 ou 25 selon les niveaux et non plus à 35 comme cela peut se faire actuellement. Les manifestants ont dénoncé également l'augmentation du nombre de contractuels dans l'enseignement. La présidente du Val d'Oise veut juger de l'efficacité des 80 km/h sur les routes du département. Le conseil départemental demande à l'État d'établir une cartographie des zones accidentogènes concernées par la réduction de vitesse. La réforme a concerné 630 km de route à double sens sans séparateur central. Plus de 200 panneaux de signalisation avaient dû être remplacés en 2018 et puis 3 radars fixes reprogrammés. En mars 2018 déjà, le Val d'Oise faisait partie des 28 départements à avoir écrit une lettre ouverte pour demander l'abandon de la mesure. Et enfin, les gares de Santeuil-le-Perché et Montgeron-Courcelles sont sauvés. Île-de-France Mobilité annonce qu'elles vont faire l'objet de travaux pour pouvoir accueillir des trains plus modernes. Depuis 2017, les usagers EEU s'étaient engagés dans un bras de fer avec la SNCF et la région Île-de-France qui ont envisagé la fermeture possible de 5 gares situées sur le tronçon de la ligne J du Transilien, 2 dans le Val d'Oise et 3 dans l'Oise. En 2017, la SNCF avait revu la grille horaire de ce tronçon, ce qui avait eu pour effet de réduire le nombre de trains s'arrêtant dans ces 2 gares, notamment aux heures de pointe, ce que les habitants et associations d'usagers n'ont toujours pas digéré. Le sujet doit être abordé lors du prochain comité de ligne, ce sera au mois de mars. Merci beaucoup Alexis Duvauchel. Nous vous retrouverons à 12h15 pour un nouveau point sur l'actualité valdoisienne, pratiquement 9h04. Merci d'avoir été avec nous depuis 7h. Pour la matinale, nous serons de retour demain, toujours sur le même créneau horaire, 7h, 9h pour la matinale. Dans un instant, c'est Florence qui arrive pour l'émission Le Bar de l'économie. Bonne journée. Donc pour le Paris Image Digital Summit, Alexis, je propose que vous y allez tous les deux à 9h30 quand il a fini ses infos. Parce que j'avais demandé à Yann Marché, qui est le délégué général en fait, de nous envoyer du monde aujourd'hui et demain. Mais ils ne savaient pas qui, comme ils arrivent de province la plupart. Donc il faut aller les choper aujourd'hui. Et donc voilà. Donc, je propose que vous... Parce que lui, j'ai demandé une accréditation. Il y a la mienne, donc demandez la mienne pour pouvoir aller venir. Et puis comme ça, ils vont vous en faire une pour tout à l'heure. Hein, d'accord. Ok, puis comme ça, vous lui montrez comment on fait des prises de son. Hein. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien ce matin. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle journée d'info 90 minutes d'économie avec Philippe à la technique, Pierre-Louis Marmillot pour l'info du jour, Jean-Claude Durousseau pour la chronique santé et Bruno Vigoureux qui va arriver pour sa recette de cuisine. Aujourd'hui, nous allons parler de notre santé, de services aux entreprises et de formation internationale avec mes invités du jour que j'accueille tout de suite. Yannick Schmitt, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Réagir, le regroupement autonome des généralistes jeunes installés ou des remplaçants d'ailleurs, et vous défendez leurs intérêts s'ils sont installés de moins de 5 ans. C'est un syndicat qui a été créé en 2008. Vous êtes également médecin bénévole chez Médecins du Monde. Et avec vous, donc, on évoquera ce que souhaitent les médecins suite à votre congrès qui s'est passé au mois de décembre. Peut-être que les Français oublient qu'un remplaçant, c'est un vrai médecin. Et puis, on parlera aussi de la validation de sa capacité qui était en réflexion et qui serait à renouveler tous les 6 ans. On parlera bien sûr de la loi santé, Ma Santé 2022. On parlera de l'installation des jeunes généralistes, de la négociation en cours autour des assistants médicaux et si on a le temps de l'organisation des soins. Mais on parlera aussi de l'évolution de la profession avec notamment Jean-François Damour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin vasculaire libéral et justement vous allez dans l'évolution de la médecine avec l'opération que vous lancez, la carte dévitalisée dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Voilà, autre sujet donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a quelques secondes, c'est avec Christophe Godot. Bonjour. Bonjour.
Vous êtes membre du conseil d'administration du SINAF, le syndicat national des entreprises de domiciliation et de l'hébergement, et vous avez fondé en 2007 Camp de Base, un service, des services aux TPE, et donc ensemble on verra lesquels, et puis aussi surtout quelles sont les demandes des entreprises. Et enfin, troisième sujet du jour, c'est la formation. On en parlera avec Isabelle Bassani-Pierre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des affaires internationales, enfin du programme Affaires internationales à l'École supérieure du commerce extérieur. Et on en parlera aussi avec Mathieu Béal. Bonjour. Bonjour Florence. Alors vous enseignez justement dans cette école, vous enseignez les pratiques et les techniques de commerce international. Et avec vous, donc, vous venez d'ailleurs, Mathieu Béal, du monde de l'entreprise, puisque vous travaillez chez Asiatide. Et on se demandera pourquoi aussi, avec vous deux, en France, on ne pense qu'à chercher comment redistribuer plutôt que comment produire. Voilà, mais tout de suite, comme d'habitude, c'est l'info du jour avec Pierre-Louis Marmillot. Pierre-Louis, bonjour. Alors, première info, la promesse de campagne de 120 000 suppressions de postes pour générer 30 milliards d'économies semble difficile à atteindre. En fait, pas moins de 7 000 emplois seront supprimés et un salarié sur 5 occupe toujours un emploi public. On rappelle que sous Mitterrand, 500 000 emplois nouveaux ont été créés, 800 000 sous Chirac, 115 000 sous Hollande, 60 000 sous Sarkozy, qui réussira donc à transformer les administrations. Le désir de vivre de l'impôt, c'est la grande infirmité de notre société, disait Tocqueville. Voilà, deuxième info du jour, c'est le rapport sur le financement de la santé qui vient d'être remis à la ministre de la Santé. Il préconise d'inclure davantage la qualité et la pertinence des soins que le nombre d'examens inutilement prescrits. Et cela pourrait générer 15 milliards d'économies. Les auteurs préconisent notamment de passer à un modèle de paiement combiné, où la part de tarification à l'activité baisse au profit de la qualité et la pertinence des soins. La ministre de la Santé a annoncé l'ouverture d'un débat sur ce sujet jusqu'en mars, après quoi elle donnera des orientations. Merci beaucoup. On va peut-être passer la parole à Yannick Schmitt et à Jean-François Damour, nos deux médecins présents en studio. Je pense qu'ils vont vouloir réagir. Alors Yannick Schmitt. Oui, c'est un rapport qu'on attendait. On avait déjà eu des prémices au mois de décembre. On avait eu les grandes lignes. Et en fait, les grandes lignes de ce rapport, c'est effectivement modifier en profondeur la rémunération des médecins, qu'ils soient en libéral ou à l'hôpital. Et ça change un petit peu tout, puisque aujourd'hui en libéral, on est à plus de 80% rémunérés via l'acte, les actes qu'on pratique. Donc le risque, c'est évidemment la course à l'acte, les actes redondants, les actes non pertinents. Et nous, ce qu'on souhaite en tant que jeunes généralistes, c'est qu'on sorte de cette logique-là pour passer à une logique davantage basée sur des forfaits, sur la prise en charge des patients dans leur globalité, et surtout sur la prise en compte du temps passé pour soigner les patients lorsqu'ils ne sont pas là. Quand on remplit un dossier de demande d'admission en EHPAD ou un dossier pour la MDPH, par exemple, les 3/4 du temps, on fait ça en dehors de nos horaires de consultation, ce qui veut dire qu'on n'est pas rémunéré pour le faire. Et ça, aujourd'hui, un acte ne le permet pas. Le forfait le permettrait. Ça commence, puisque depuis 2016, la part des forfaits a augmenté dans la rémunération des médecins. L'objectif de ce rapport-là est d'intensifier cette dynamique. Merci. Merci. Effectivement, on peut se poser des questions sur le taux, le montant de la consultation, notamment pour les généralistes. Jean-François Damour, vous êtes d'accord avec Yannick Schmitt ? Disons que je suis un peu étonné par les chiffres qui sont donnés, parce que le manque de pertinence dans les actes, ils sont très rares. Moi, je suis médecin vasculaire. Quand on m'adresse un patient, dans 99% des cas, les prescriptions sont totalement justifiées. Donc, je ne vois pas ce qu'on peut gagner au niveau de la pertinence. La rémunération à l'acte a le mérite d'être claire. Les forfaits, c'est toujours compliqué, c'est l'administratif qui se rajoute. Donc, il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas du tout pour justement les forfaits. Il faut que les choses soient claires et bien définies. Ce qu'on entend, en fait, c'est deux sons de cloche. Finalement, c'est le montant, peut-être, c'est ce que je disais tout à l'heure, le montant, en fait, finalement, du paiement de la consultation d'un généraliste n'est peut-être pas assez élevé. C'est ça que vous dites, Yannick Schmitt ? Alors non, c'est pas tout à fait ce que je dis, parce qu'effectivement aujourd'hui le montant de la consultation est relativement faible, en tout cas par rapport aux autres pays européens, mais il faut voir qu'aujourd'hui effectivement la rémunération globale du médecin, elle peut progresser soit en augmentant le montant de cet acte, soit en ajoutant d'autres modes de rémunération. On parlait des forfaits, on parlait éventuellement aussi de sommes qui seraient versées pour l'aide à l'équipement des cabinets médicaux, puisqu'aujourd'hui on sait que les médecins généralistes par exemple ont très peu de secrétariat médical, ont très peu d'équipement également. Donc là effectivement on attend un coup de pouce de l'assurance maladie sur ces points-là.
L'acte, malheureusement, fait aujourd'hui beaucoup plus de dégâts probablement que de bénéfices, puisque quand on veut augmenter sa rémunération en tant que médecin, on n'a qu'une seule solution, c'est d'augmenter son nombre d'actes, ce qui est quand même pas l'idéal quand on essaie de prendre en charge la santé d'une population. Merci beaucoup pour vos commentaires à tous les deux. Autre info du jour, c'est l'élection européenne, le trio Bellamy, Evren, Danjean, validé par les Républicains. La Commission nationale d'investiture a entériné la désignation de François-Xavier Bellamy, 33 ans, auteur et professeur de philosophie et adjoint au maire de Versailles, Agnès Evren, vice-présidente de la région Île-de-France, et Arnaud Danjean est un eurodéputé sortant. Les voici en tête de la liste du parti pour les élections européennes, par 38 voix pour et 2 contre, a annoncé le président de la CNI, le député Éric Ciotti. Nous avons arrêté à l'unanimité le principe du renouvellement à 50% des 20 premiers candidats de notre liste, a par ailleurs indiqué Éric Ciotti. LR aussi entre 8% et 13% dans les sondages, derrière La République En Marche et le Rassemblement National, pour ce scrutin européen du 26 mai, les Républicains créditaient entre 8% et 13% d'intention de vote. Merci beaucoup Pierre-Louis. Autre info, faille massive dans l'application FaceTime d'Apple. Un bug extrêmement problématique a été repéré lundi dans l'application d'appel vidéo d'Apple. L'internaute Benji Mob montre dans une courte vidéo 2 smartphones d'Apple, un tentant d'appeler l'autre via FaceTime et l'autre qui ne décroche pas. Après avoir fait quelques manipulations simples, l'internaute arrive à parler dans le téléphone n'ayant pourtant pas décroché. Les réactions s'enchaînent très rapidement, des gens remarquant que le bug pourrait être utilisé pour espionner n'importe quel utilisateur des téléphones ou tablettes d'Apple. La société américaine a donc désactivé l'application hier soir en urgence, en signalant qu'une mise à jour sera déployée dans la semaine pour corriger le problème. Ensuite, autre info, c'est le président autoproclamé vénézuélien a accordé un entretien à France 24 dans lequel il dénonce la dictature Maduro. J'en viens tout de suite à cette info, mais d'abord, je vais vous demander, peut-être Christophe Godot, si vous voulez réagir sur la faille massive de l'application FaceTime, justement, d'Apple. En fait, cette faille massive arrive en plein contexte RGPD, qui est un sujet qui touche toutes les entreprises, nous en premier lieu, mais nos clients aussi. C'est une loi qui est applicable depuis mai 2018. Il y a eu un certain nombre de tolérances dans le délai et dans le planning d'application. Mais on est typiquement sur un enjeu extrêmement important qui est la sécurisation des données personnelles. Donc ça touche aux personnes physiques dans le cas de Facebook, mais ça touche aussi bien évidemment aux entreprises. C'est une contrainte nouvelle, je dirais, pour les petits entrepreneurs qui sont nos clients et qui n'est pas forcément très simple dans son application. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un délai supplémentaire qui a été accordé par la loi. En tout cas, on est vraiment sur un sujet extrêmement clé dans l'évolution des futures pratiques professionnelles et commerciales. On en reparlera tout à l'heure avec vous, si vous voulez. Justement, ça faisait partie de mes questions. Qu'est-ce que les entrepreneurs vous demandent en ce moment par rapport à tout ce qu'on leur ajoute comme charge à faire? Alors, autre info, donc, comme je le disais, c'est le président autoproclamé vénézuélien a accordé un entretien à France 24 dans lequel il dénonce la dictature Maduro. Il en profite pour courtiser l'armée et n'exclut pas une intervention militaire étrangère. Juan Guaidó s'est félicité que le président français suive de très près la situation au Venezuela. Et donc le bras de fer continue entre le président Nicolás Maduro et Juan Guaidó, président du Parlement qui s'est autoproclamé chef de l'État par intérim. Juan Guaidó a également déclaré le 24 janvier que l'Europe soutenait la restauration de la démocratie après l'élection illégitime de Nicolás Maduro en mai 2018. Ce qu'on voit en ce moment au Venezuela, a poursuivi l'opposant, c'est le résultat de beaucoup de sacrifices, d'efforts et de contestations. Nous avons rejeté le résultat électoral du 20 mai dernier. Nous sommes parvenus à ce que tout le monde reconnaisse notre constitution et la cause démocratique vénézuélienne. Nicolás Maduro, lui, se dit prêt pour des législatives anticipées pour négocier avec l'opposition, tout en rejetant la tenue d'une nouvelle présidentielle. En revanche, les élections présidentielles ont eu lieu il y a moins d'un an, il y a 10 mois, a-t-il relevé. Nous n'acceptons les ultimatums de personne dans le monde, nous n'acceptons pas le chantage. Les élections présidentielles ont eu lieu au Venezuela et si les impérialistes veulent de nouvelles élections, qu'ils attendent 2025. L'opposant Juan Guaidó a interdit de quitter le pays. L'opposition vénézuélienne a manifesté hier pour convaincre l'armée de tourner le dos au président socialiste Nicolás Maduro et reconnaître à sa place. Du coup, Juan Guaidó fait l'objet d'une enquête préliminaire, notamment pour des actions ayant porté atteinte à la paix de la République
et a soumis à une interdiction de sortir du pays sans autorisation jusqu'à la fin de l'enquête et à un gel de ses comptes bancaires, a annoncé le président du tribunal suprême de justice, Michael Moreno. Cette plus haute juridiction du Venezuela est acquise à Nicolás Maduro. Alors Mathieu Béal et Isabelle Bassani-Pierre, peut-être vous voulez réagir? Oui. Mathieu Béal. Oui, moi, par rapport à cette histoire, je suis assez choqué en fait de l'interventionnisme latent des États-Unis. Parce qu'en réalité, je crois que le vrai problème dans cette histoire et pourquoi ça bouge maintenant, c'est à cause du pétrole, comme d'habitude. C'est les premières réserves mondiales avérées. Et je ne pense pas que les États-Unis, quand ils reconnaissent très rapidement la légitimité de quelqu'un, soit dans une pure défense de la démocratie, mais plutôt dans une défense de leurs intérêts, avec, ils l'espèrent, un prochain, pantin, c'est peut-être un peu fort, mais un prochain ami. D'ailleurs, le président d'extrême droite brésilien s'est empressé lui aussi de complimenter, ou en tout cas de reconnaître l'opposant. Ça ressemble à une chasse aux sorcières, un petit peu du maccarthisme version moderne, parce que ce sont deux présidents qui sont obsédés par les socialistes, qui croient que c'est le mal rouge. Je ne suis pas spécialement, moi, à titre personnel, je n'ai pas d'appétence pour le socialisme, même en tant qu'électeur, mais en revanche, je pense un vrai équilibre des idées et du débat politique est important. Et dans cette histoire, on a vraiment moi, j'ai suivi, par exemple, la campagne brésilienne, et c'était vraiment une chasse aux socialistes qui ressemble vraiment à une chasse aux sorcières. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faut laisser la libre expression à tout le monde, parce que c'est toujours bien d'avoir des opposants. D'abord, d'une part, bon, on va pas dire que Maduro laisse l'expression libre à ses opposants, mais en tout cas, là, dans cette histoire, on voit quand même l'interventionnisme planer, et bon, je ne suis pas du tout dupe, je pense, sur la finalité. Et les États-Unis sont prêts à soutenir des dictatures et des gens tout à fait autoritaires et néfastes pour leur population quand leurs intérêts sont préservés. Je pense que l'Arabie Saoudite est un bon exemple. Merci Mathieu Béal. Isabelle Bassani, alors en tant que directrice des programmes internationaux dans une école, je pense que ça vous interpelle. Bien sûr, moi je voudrais revenir sur autre chose, un autre point en fait. Je pense aux entreprises, puisque donc, je suis en effet dans une école, mais j'étais également 30 ans donc, au sein d'entreprises et d'une TPE. Et en fait, il faut comprendre que ça a un impact considérable sur les PME, les TPE qui ont éventuellement des affaires avec le Venezuela, des entreprises vénézuéliennes. Le Venezuela, mais ça pourrait être également d'autres pays. On sait très bien que dans le monde, on a beaucoup de renversements de politique, etc., que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud. Et en fait, les entreprises ne sont pas toujours prêtes et ne comprennent pas toujours ce que ça peut avoir comme impact au sein de leur propre entreprise, quoi. Donc, ça s'appelle un risque politique, et c'est vrai que ça peut mettre en péril des sociétés. Donc, nos sociétés françaises peuvent être concernées, et elles ne sont pas toujours en fait au fait de ce qui peut se passer. Et il faut comprendre qu'elles doivent s'assurer contre ce risque politique. Et malheureusement, on a un vivier de beaucoup d'entreprises PME, TPE en France. Ça représente quand même 80% de nos entreprises françaises. Et beaucoup d'entre elles ne connaissent pas tous ces inconvénients, tous ces problèmes, et ne s'assurent pas contre ce risque politique qui peut arriver à n'importe quel moment. Ceci dit, c'est difficile à prévoir, ceci dit. Alors voilà, c'est difficile à prévoir, et surtout quand on signe un contrat, on ne sait pas ce qui peut se passer 6 mois plus tard quand on le réalise, et c'est là où, en fin de compte, l'international, c'est toujours une anticipation. Il faut toujours anticiper. Merci beaucoup Isabelle Bassani-Pierre. Justement, vous rejoignez ce que dit Christine Lagarde, puisque sans accord sur le Brexit, ce sera un grand bazar. C'est notre dernière info du jour. Invitée sur France Info, Christine Lagarde, directrice générale du FMI, estime que le projet de la taxation des GAFA est une bonne chose, mais qu'il faudra encore du temps pour arriver à peaufiner les détails. Pour elle, le ralentissement modeste de la croissance dénote un certain tassement qui vient de l'Union européenne, dont l'Allemagne. Mais il y a des risques en matière de commerce international, on le voit avec la Chine et les USA, avec l'issue du Brexit et le resserrement des politiques monétaires. Si les négociations s'arrêtent et qu'il n'y a pas d'accord sur le Brexit, les relations entre la Grande-Bretagne et l'Europe sont réglées par le droit commun, c'est-à-dire les règles de l'OMC, notamment pour le commerce des marchandises et des services. Ce sera probablement un grand bazar, car les usines anglaises importent des pièces détachées et il n'y a pas de plan de secours mis en place par les entreprises
Donc cela signifie file d'attente dans les ports, retard de production, etc. Autre sujet sur lequel elle interpelle les chefs d'entreprise, les inégalités entre les femmes et les hommes, et transformation digitale, car tout le monde doit être acteur de ces sujets et non pas uniquement les États. Merci Pierre-Louis pour les infos du jour. Donc Isabelle Bassani-Pierre, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Tout à fait. Alors là, j'ai l'impression qu'on fait un tour en arrière, en fait, puisque donc, quand j'ai commencé à travailler, on n'était pas encore avec l'ouverture des frontières. Et en fait, c'était une obligation à chaque fois qu'on quittait la France de faire des formalités douanières. Donc ça impactait un administratif plus rigoureux. Et en fait, on avait complètement arrêté cela et on va se retrouver dans cette situation, donc à maîtriser donc, toute cette partie administrative et contraignante qui prend du temps. Et puis donc, il n'y a pas que cette partie administrative, il va y avoir également, donc, mis à part les contraintes douanières, ces attentes interminables pour passer dans les ports. Et donc, à première vue, ils ont déjà évalué que chaque minute pour faire une formalité va nous amener des kilomètres de queue donc dans les ports, côté Angleterre ou côté France. Donc 27 kilomètres par jour de queue. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de camions que ça va donc faire attendre. Enfin bon, c'est un blocage d'économie considérable. Oui, c'est sur tous les points. On entend également les eaux territoriales, ils vont se battre à ce niveau-là, alors qu'avant, tout le monde pouvait circuler sans aucun problème. Là, enfin, ça devient très problème. Enfin, ça va devenir, à mon avis, un gros problème logistique. Merci beaucoup Isabelle Bassani-Pierre. Tout de suite, c'est la chronique. On va rejoindre donc Jean-Claude Durousseau pour sa chronique santé. Puis ensuite, ce sera la fin des infos du jour. Puis ensuite, ce sera une jolie pause musicale. Plus fort. À quel moment on en prend? Les antibiotiques, c'est pas automatique. On connaît tous le slogan. Voilà. Alors qui décide? Le médecin. Le médecin. C'est le médecin. Le patient ne doit pas décider d'un début de traitement antibiotique. Donc ça, c'est en fonction de la maladie. C'est en fonction de la maladie, pas d'automédication. On prend des antibiotiques pour les infections bactériennes. Les infections le virales. mémo technique, antibiotique avec un B comme bactérie. Hein. C'est pas pour lutter contre les virus, ces antibiotiques. Aucune efficacité sur les virus. Les virus, c'est votre propre système immunitaire. Ce sont vos anticorps. Ça se fait tout seul. D'accord. Donc ça veut dire qu'on ne garde pas des médicaments à la maison en disant bon, j'ai des antibiotiques au cas où. Hein, on ne devrait pas garder des médicaments à la maison. S'ils ont été prescrits, ils auraient dû être pris. Donc normalement, il ne doit pas y avoir de stock d'antibiotiques à la maison. Si jamais à retard il y avait des antibiotiques, on ne doit pas débuter un traitement tout seul. Il y a toujours moyen de consulter un médecin, prendre un avis médical et c'est lui qui va décider. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça a un coût. Voilà. Deuxièmement, surtout les antibiorésistances. Prendre des antibiotiques. On va en parler de ça, l'antibiorésistance. Qu'est-ce que c'est l'antibiorésistance? L'antibiorésistance, c'est quand on prend un antibiotique qui n'est pas approprié à la pathologie ou au germe, l'organisme apprend à se défendre contre quelque chose qui n'est pas. Donc le germe. Ça veut dire que la prochaine fois, quand on va reprendre ce même antibiotique. Direct, parce que comme ça après je leur passerai la parole sur les antibiotiques. Ou pas la même efficacité. Enfin, sur la santé. Donc en fait, quand on prend des antibiotiques à tort, on affaiblit sa résistance à la maladie. On modifie ses défenses, on modifie les résistances et du coup, on peut être obligé de ce fait, après, de devoir prendre des antibiotiques à plus large spectre pour une infection qui ne nécessite pas. Voilà, les antibiotiques, c'est pas automatique. Faites attention. À bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Voilà. C'était la chronique. Michel Legrand. Et là, maintenant, toute la semaine, on fait un hommage à Michel Legrand. En fait, donc toutes mes premières musiques, ce sont un ou deux titres de Michel Legrand. Donc aujourd'hui, on a choisi un extrait de Peau d'âne et de l'affaire Thomas Crown. Donc là, c'est Peau d'âne. Et après, je vous passe la parole. Donc on fait à peu près, c'est un extrait, on fait à peu près 1 minute 30 de musique. C'est tout. Et après, je vous passe la parole parce que sinon, si je fais que de la musique, vous n'aurez plus le temps de parler. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous accueillir. Alors, vous étiez ancien bénévole à la radio, vous? Ici, où j'ai fait la matinale pendant 2 ans. Ah oui, sympa. Dans les anciens locaux. D'accord. Et il y a combien de temps? Ça date de 2012-2014. Et Christophe, vous le connaissez? Ah oui, on se connaît depuis plus de 20 ans. Ah, donc vous êtes retrouvés là? Parce que j'ai commencé à Radio Star à Saint-Leu, Bélovac à Persan et ici. D'accord. Ouais. Donc là, vous êtes retrouvés ce matin? Oui, non, mais on se voit souvent. Ah bon? Oui, on se voit très souvent. D'accord.
Je ne savais pas. Et vous n'êtes plus bénévole à la radio? J'étais pas bénévole. Oui, parce qu'on est tous des animateurs bénévoles ici. Voilà. Seuls les techniciens sont des salariés. On y retourne. Voilà, nous voici de retour. C'était un hommage à Michel Legrand, comme toute cette semaine. Et vous avez entendu un extrait de Peau d'âne. Alors, tout de suite, suite à la chronique du jour, qui était la chronique santé, comme tous les jeudis, nous avons 2 médecins à ce plateau aujourd'hui. On va tout de suite passer la parole à Yannick Schmitt. On aimerait savoir qu'est-ce qui découle de votre congrès. Alors, peut-être que vous voulez dire quelque chose sur les antibiotiques. C'était notre chronique. En période de grippe et de gastro, effectivement, les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc, effectivement, il faut se référer à l'avis de son médecin pour savoir s'il y en a besoin ou pas. Et dans l'immense majorité des cas, il n'y en a pas besoin et donc il ne faut pas en prendre, effectivement. Et pour lutter contre la grippe sans antibiotiques, c'est dur? Ah ben non, justement. La grippe est par principe un virus et donc effectivement l'antibiotique ne sert à rien à part éventuellement coller des diarrhées en plus, des courbatures et de la température. D'accord. Donc c'est pour ça, et c'est pour ça que malheureusement il y a déjà eu quelques décès de la grippe. C'est parce qu'on peut rien faire. Alors, ça peut être une pathologie grave, c'est pour ça qu'on vaccine, que ce soit les patients à risque ou les soignants. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est vrai que dans les décès qu'il y a pu avoir, a priori, les personnes étaient vaccinées. Mais peut-être qu'effectivement, la vaccination n'est pas suffisamment recommandée ou pas suffisamment effectuée pour avoir une protection suffisante aujourd'hui contre la grippe. Alors, Yannick Schmitt, vous avez eu votre congrès en décembre. Qu'est-ce qu'il en ressort de ce congrès? Alors, moi, j'ai noté que 2 choses, comme je le disais en introduction. Le remplaçant n'est pas toujours bien considéré, finalement, c'est un peu ça. Et puis surtout, vous allez devoir, c'est un projet, valider à nouveau votre capacité tous les 6 ans. C'est énorme, tous les 6 ans. Oui, c'est ce qu'on appelle la recertification. En fait, jusque-là, un médecin, une fois diplômé, était apte à exercer la médecine toute sa vie, jusqu'à 70-80 ans pour certains médecins les plus valeureux. Mais effectivement, on leur demandait à aucun moment de montrer qu'ils étaient toujours à jour, qu'ils étaient toujours aptes, que leurs compétences étaient toujours au niveau. Alors que dans beaucoup d'autres pays, notamment européens, ces procédures d'assurance qualité existent. En France, on était un petit peu à la traîne. Ce qui est du coup prévu, c'est effectivement que pour les internes, donc les étudiants qui sont en train de finir leurs études, et ben ceux-là, tous les 6 ans, doivent repasser devant une commission pour montrer qu'ils ont bien suivi un cycle de formation continue, qu'ils se sont interrogés sur leur pratique, qu'ils ont une pratique qui n'est pas complètement déviante. Et effectivement, les médecins qui le souhaiteront, qui sont intéressés par la démarche, pourront également se mettre dans ce processus de recertification. Et peut-être demain, en tout cas nous c'est ce qu'on espère, que tous les médecins soient concernés. On a fixé comme objectif que dans 10 ans, tous les médecins français entrent dans ce processus. D'accord, mais là c'est une obligation, la recertification, ou c'est un projet pour le moment? Alors pour le moment, on est toujours sur un projet, puisqu'il faudra un arbitrage ministériel. Mais en tout cas, ce qui est prévu, c'est que les internes qui finissent et les médecins volontaires puissent entrer dans ce processus, mais en tout cas que ce ne soit pas encore une obligation. Il faut aussi rajouter qu'il y a beaucoup de médecins, notamment les spécialités techniques comme la chirurgie, qui sont déjà dans un processus de recertification. Donc c'est un petit peu l'équivalent dans la démarche. Mais effectivement, la plupart des médecins ne sont pas encore concernés par un processus de ce type-là. Et donc vous êtes d'accord avec cette recertification? Oui, nous on l'appelle. Et vous êtes d'accord avec le fait qu'elle revienne tous les 6 ans? Oui, nous on l'appelle de nos voeux et on n'a pas été suffisamment entendu là-dessus, puisque on aurait bien aimé aussi que ça inclue la dimension santé du médecin, puisqu'aujourd'hui un médecin libéral, souvent c'est lui-même son propre médecin traitant qui du coup se soigne très mal, se suit très mal, et un peu de médecine du travail pour justement prendre un peu de distance par rapport à sa santé, ça aurait pu être intéressant. On n'a pas encore été entendu tout à fait sur ce point, mais on ne désespère pas que ça fasse partie du projet final. On va demander à Jean-François Damour s'il est d'accord. Oui et non, c'est-à-dire que, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis très longtemps, donc, il y a la formation post-universitaire qui est organisée. Moi-même, j'appartiens à la RNVOP, donc, qui est une association régionale des médecins vasculaires de l'Ouest parisien, dont j'étais président il y a quelques années. Et donc, il y a eu des obligations qui n'ont pas été vraiment appliquées. Et là, donc, actuellement, il y a ce qu'on appelle le DPC, c'est-à-dire que c'est des formations où le médecin donc, est testé avant et après la formation pour voir quelles ont été les acquisitions. Donc en théorie, c'est quelque chose qui est devenu obligatoire et au bout d'un certain nombre d'années, le médecin devra donc justifier de la formation qu'il aura suivie. Donc actuellement, il y a quand même des choses qui sont mises en place.
Ensuite, pour la recertification, c'est toujours pareil, il faut voir comment ça s'applique, parce que si c'est encore rajouter de l'administratif, rajouter des contraintes, les médecins, ils en ont assez de l'administratif qui leur prend du temps. Il faut savoir qu'on est on arrive dans une période donc, de pénurie de médecins et d'offres de soins en général, et donc il faudrait éviter d'alourdir tout ce qui est administratif par rapport aux médecins. En revanche, qu'il y ait une obligation de formation, ça c'est vrai que c'est très bien, puisqu'il y a certains médecins qui sont extrêmement actifs, qui assistent à beaucoup de réunions, et puis il y en a d'autres qui par contre ont plus de mal à sortir, aller dans les colloques, de 11 heures de consultation pour aller se former en plus. Donc c'est toujours la même chose, c'est comment les choses vont se passer dans la réalité. Est-ce que ça sera une usine à gaz, est-ce que ça sera l'administratif, ou est-ce que réellement ça apportera quelque chose donc, sur la qualité des soins? Donc on verra un petit peu dans le futur. Yannick Schmitt. Oui, juste un chiffre pour illustrer la formation. L'an dernier, 20% seulement des médecins se sont formés via une action DPC. Donc ça veut dire que 80% ne l'ont pas fait. Et l'obligation, l'obligation de formation des médecins est actuellement sur 3 ans. On verra à la fin de cette année si on termine le premier cycle d'obligation triennale, combien de médecins ont réellement respecté cette obligation, mais on s'attend quand même à des surprises sur le fait que beaucoup de médecins ne suivent pas de formation actuellement. Alors, parlons justement de Jean-François Damour. C'est vrai que, alors les chiffres, je me souviens plus si c'est 20%, mais toujours est-il que j'organise donc des réunions DPC donc, qui permettent aux médecins de valider donc, sa formation, d'être indemnisés également. Et il y a des années où l'enveloppe budgétaire était dépensée, donc en juillet, l'enveloppe budgétaire était dépensée, ce qui veut dire que les médecins qui voulaient se former ne pouvaient plus se former. Donc il y a aussi un problème au niveau financier. Et c'est pour ça, parce que l'obligation au départ était annuelle. Et comme vous venez de le dire, maintenant elle est triennale. Et donc il faudrait voir également au niveau financier que les choses puissent être appliquées, parce que même si les médecins ont de la bonne volonté, s'il n'y a plus de budget, il n'y aura plus de formation. Vous êtes d'accord, Yannick Schmitt? Oui, c'est un des prérequis effectivement à la recertification. Alors on parle beaucoup de formation continue, c'est une des composantes de la recertification, mais c'est évident que l'enveloppe globale aujourd'hui n'est pas suffisante pour assurer une formation correcte des médecins, puisqu'on parle aujourd'hui de 2 jours de formation dans l'année, ce qui est particulièrement ridicule quand on voit d'autres pays, notamment au Canada, où c'est plus d'1 semaine par an, et beaucoup mieux indemnisé aussi que ce qu'on a en France. Alors parlons justement de la loi santé, la future loi santé Ma Santé 2022. Alors est-ce une usine à gaz? Ce que vous dites sur les certifications des médecins, est-ce que ça va être inclus dedans? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous en pensez de cette loi Ma Santé 2022? Alors effectivement, Ma Santé 2022, un des articles de la loi prévoit la certification des étudiants, donc la première étape de la recertification. Mais finalement, Ma Santé 2022, c'est un peu un condensé de plusieurs réformes qui sont attendues depuis un moment, notamment la suppression du numerus clausus, la suppression également du concours de l'internat. Vous y croyez, vous, à la suppression vraiment du numerus clausus? C'est-à-dire que c'est une formule, puisque actuellement, il y a à peu près 10% des étudiants en première année qui passent en deuxième année. Il est absolument impossible qu'on arrive à un taux de 80%, ce qui est le taux de réussite d'un examen normal. Parce que là, on serait au contraire envahi par les médecins. Il y aurait beaucoup trop de médecins. Il y aurait trop de médecins par contre. Ça serait créer des chômeurs. En revanche, il faut quand même rappeler que ça fait plus de 20 ans que les médecins demandent au gouvernement de former plus de médecins. Et donc là, on arrive, comme on l'a dit tout à l'heure, dans une ère de pénurie d'offres de soins qui va s'accentuer. Actuellement, la plupart des médecins généralistes qui partent à la retraite ne sont pas remplacés. J'ai beaucoup de patients donc, qui ont leur médecin qui est parti à la retraite. Ils n'arrivent pas à trouver de médecins généralistes, étant donné que les médecins traitants qui exercent, ils sont complètement submergés et n'acceptent plus de nouveaux patients. Donc ça, c'est vrai que c'est un très gros problème. Yannick Schmitt, qu'est-ce qu'il en ressort donc de votre congrès? Qu'est-ce qu'ils disent les médecins? C'est vrai qu'au-delà des sujets qu'on a déjà évoqués, ce congrès annuel de jeunes médecins généralistes est aussi l'occasion de refaire un point sur le statut qu'on connaît aujourd'hui, donc le statut de remplaçant qui est souvent mal considéré, puisque la première réaction en général quand on arrive dans un cabinet où son médecin traitant n'est pas là et qu'on voit le remplaçant, c'est « Ah, il n'est pas là le docteur ?» Eh bien si, il y a un docteur qui est là, qui est un médecin remplaçant, qui est diplômé, qui a tous les certificats qu'il faut. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on a du mal à faire confiance aux remplaçants, c'est ça? C'est assez souvent le cas. Alors
très vite, en général, ça s'efface, cette réaction s'efface devant une consultation qui se déroule tout à fait normalement, et parfois même qui est bénéfique, puisque ça permet d'apporter un autre regard sur l'état de santé de la personne, avec peut-être des connaissances qui sont un petit peu différentes, des manières de faire qui sont un petit peu différentes. Et souvent, les remplaçants arrivent à ouvrir des portes. Je pense par exemple à l'arrêt du tabac ou l'arrêt de l'alcool, là où le médecin traitant traditionnel, lui, n'a peut-être pas réussi sur ces dernières années, mais pas parce qu'il est meilleur médecin, juste parce que c'est la bonne conjonction de circonstances qui fait que ça fonctionne. Alors, on a vu aussi qu'il y avait des jeunes médecins remplaçants qui se faisaient agresser. Est-ce que c'est une plainte? Est-ce qu'ils en parlent? Est-ce qu'on en parle lors de votre congrès? Est-ce qu'on en a parlé? On voit bien que la violence à l'égard des médecins et à l'égard des soignants est quand même une donnée qui est en progression, probablement très sous-déclarée, puisque la plupart du temps, les médecins, effectivement, ne prennent pas la peine de déclarer à l'observatoire qui enregistre effectivement ces faits. Mais on a tous été confrontés à des situations de violence, des patients frustrés parce qu'on ne répond pas à leurs demandes immédiates. Et ça, aujourd'hui, c'est probablement la donnée nouvelle de notre société, qui fait que peut-être il y a 20 ans, le médecin était considéré comme un notable, entre guillemets, et qu'aujourd'hui, on est un répondeur à une demande, comme ça peut l'être dans un bien de consommation, vous voulez dire carrément. De plus en plus. Merci beaucoup Yannick Schmitt. On va passer la parole à Isabelle Bassani-Pierre qui veut vous poser une question, j'imagine, en tout cas qui veut commenter. Merci bien. Oui, c'était poser une question. Alors oui, je suis patiente comme tout le monde, je suppose. Et je suis un peu étonnée quand j'entends tout à l'heure vous entendre dire voilà, un médecin part à la retraite, donc il n'y a personne qui le remplace. Et quand on arrive dans une nouvelle ville, parce qu'on déménage et qu'on veut essayer de trouver un médecin, on n'en trouve pas. Et la première question qu'on nous pose, c'est est-ce que vous êtes déjà patient? Chez nous, non, non, j'arrive et on ne peut plus prendre personne. Mais ça, c'est grave. C'est extrêmement grave. Voilà. Et à ce moment-là, est-ce que vous avez même le droit de dire cela? C'était ma question. Est-ce que vous pouvez nous refuser, en fin de compte, une... En dehors du contexte de l'urgence, le médecin n'a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire qu'il y a une liberté à la fois du médecin qui peut, en dehors du contexte de l'urgence, refuser de soigner un patient, et à l'inverse, le patient donc, a le choix normalement du médecin. Le problème, c'est que s'il n'y a plus de médecin, le patient ne se fait plus soigner. Voilà. Alors, quand on est malade, qu'on a un état grippal ou quoi que ce soit, on fait comment? Alors justement, le gros problème, c'est que justement, voilà, donc vous essuyez des refus, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas de médecin, donc vous allez où? Vous allez aux urgences, qui sont déjà complètement submergées. Et donc ça, c'est un problème immense. Donc je travaille en clinique, et les urgentistes de la clinique donc se plaignent parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont assaillis justement par des gens qui n'ont pas pu être pris en charge par un médecin en ville, parce que le médecin en ville lui-même est complètement surchargé, débordé. Mathieu Béal. Moi j'ai une autre question. Alors contre ça, qu'est-ce qu'on fait? Justement, c'est notre sujet suivant. C'est une excellente question. C'est notre sujet suivant, c'est l'organisation. Le problème, encore une fois, les médecins, ça fait plus de 20 ans qu'ils demandent à nos dirigeants politiques d'ouvrir le concours. Et donc, ils sont restés sourds. Alors, ces dernières années, ils ont un petit peu augmenté. Le gros problème, c'est que pour régler la situation, ça demande 20 ans. Parce que, en gros, un jeune étudiant en médecine, il commence à 18 ans. Il finit en gros ses études à 30 ans. Mais le problème, c'est que les chiffres montrent que les médecins généralistes, la moyenne d'âge, la moyenne d'installation, c'est 40 ans. Donc vous prenez une mesure maintenant, elle aura lieu, les conséquences positives ou négatives se retrouveront 20 ans après. Donc là, on est dans l'urgence et il faut trouver des moyens pour augmenter le nombre de médecins actifs. Alors justement, continuons sur l'organisation des soins et la négociation en cours autour des assistants médicaux. Comment on va pouvoir faire, Yannick Schmitt, quelle est votre pensée là-dessus? Justement, la solution qui vient naturellement par rapport à ces problématiques de démographie médicale, c'est de dire qu'il faut plus de médecins. On sait très bien que ce ne sera pas possible. Mon collègue l'a dit, il y a 10 ans de formation pour un médecin, donc très clairement, ce ne sera pas pour demain. On va atteindre un point bas autour de 2025 et dans l'intervalle, on va perdre 1000 médecins généralistes par an, là, pendant encore... 1000 par an pendant quelques années, on va perdre. 5-6 ans, tout à fait. C'est énorme. Tout à fait, c'est énorme. Ça fait 5000 ou 6000 médecins. On en a déjà perdu 10 000 depuis 2007. Ah oui. Donc, effectivement, c'est phénoménal.
Ceci étant dit, le nombre c'est une chose, l'accès aux soins en est une autre. Et là effectivement, je pense que par exemple le dispositif d'assistants médicaux qui a fait l'objet aujourd'hui de négociations vise justement à faire en sorte que le praticien, le médecin généraliste soit dégagé d'une certaine partie de ses tâches, notamment administratives, pour justement libérer du temps médical et pouvoir être plus disponible pour ses patients et pour les soins. Ça, c'est un des éléments, je pense, qui peut contribuer. Une des pistes. Une des pistes qui peut contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins. Il y en a d'autres, notamment le travail en équipe pluriprofessionnelle, puisqu'aujourd'hui... Là, comme les maisons médicalisées, par exemple, c'est ça que vous voulez dire? Que ce soit en exercice regroupé au sein de maisons de santé, de centres de santé, ou alors en ville, mais de manière coordonnée entre les différents professionnels. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a toute une série de pathologies, qu'elles soient aiguës, une infection par exemple, ou chronique, un suivi de diabète, un suivi d'hypertension. Il n'y a peut-être pas besoin d'aller chez son médecin tous les mois pour renouveler le traitement. Peut-être que tous les 3 mois, c'est bien. Voire même, allez, je vais être encore un peu plus loin, voire peut-être tous les 6 mois. Mais si, entre-temps, il a vu un autre professionnel de santé qui va pouvoir s'assurer que la tension est tout à fait équilibrée, il n'y a peut-être pas besoin, effectivement, de solliciter son médecin autant. Et il y a aussi un vrai problème d'éducation à la santé en France. On a parlé des antibiotiques tout à l'heure. Mais c'est vrai que la France est un pays qui est très prescripteur, avec des ordonnances à rallonge. Vous allez aux Pays-Bas, les 3/4 des ordonnances chez le médecin généraliste, vous sortez avec du sérum physiologique pour moucher le nez. Et ça s'arrête là. Et effectivement, en fait, on prend trop de médicaments. La plupart des pathologies infectieuses, en tout cas, que ce soit les rhinos, les pharyngites, les bronchites, à part éventuellement du Doliprane si vous avez de la température, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que d'attendre le temps que le virus... On est trop impatient. D'accord. Il y aurait quand même un moyen très simple, justement, d'augmenter le nombre de médecins. Jean-François Damour. La première, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire c'est la surcharge administrative qui dégoûte donc les médecins. C'est pour ça donc que les jeunes, au lieu de s'installer à 30 ans, ils s'installent à 40 ans. Et l'autre, c'est qu'il y a beaucoup de médecins qui, arrivés à l'âge de la retraite, auraient bien continué, mais devant toutes ces charges administratives, ils partent, donc ils abandonnent leur cabinet, et donc il n'y a pas de successeur. Donc ça serait un moyen très simple d'augmenter déjà le nombre de médecins. Le problème des assistants médicaux, là, les syndicats, les grands syndicats nationaux sont en train d'étudier la question. Le problème, c'est que ces aides s'accompagnent d'énormes contraintes et que, à la fin du compte, ça risque de ne pas intéresser donc, les médecins. C'est toujours le problème donc, des réformes qui sont faites, c'est-à-dire qu'il y a toujours des surcharges administratives, des contraintes, et en fin de compte, on n'arrive à rien. On peut prendre l'exemple des maisons médicales, parce que le gouvernement dit la solution, c'est de mettre plein de professionnels de santé ensemble, et puis ça va très bien marcher. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai parce que dans certains cas, mais pour que ça soit vrai, il faut que ça soit un projet commun, en réunissant donc les autorités sanitaires et en réunissant également les médecins ou les autres professions de santé. Dans ce cas-là, ça marche très bien. Et puis vous avez des maisons médicalisées qui ont été créées en province sans aucune concertation, qui ont coûté plusieurs millions d'euros et qui actuellement sont vides. Donc il faut toujours, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un dialogue donc, entre les gens qui ont une autorité administrative et les professionnels de terrain. C'est la seule façon d'arriver à quelque chose. Alors, Yannick Schmitt, oui. Je voudrais juste corriger une donnée. 40 ans, c'est la moyenne d'âge d'installation des médecins, toutes spécialités confondues. En médecine générale, c'est 32 ans. 32 ans, oui. Voilà. J'allais le dire. Donc, non, ça n'a pas changé, c'est les chiffres d'il y a 2 ans. Non, c'est 32 ans, c'est vrai. Pour les généralistes, c'est 32 ans. Mais en tout cas, tous les deux, tous, vous dénoncez donc l'organisation, tous les deux, du système de santé d'ailleurs, Jean-François Damour. Vous avez même mis au point une opération carte dévitalisée pour marquer les esprits, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu l'opération que vous lancez. Voilà, donc l'opération carte dévitalisée a été lancée donc, en mars 2017. Et pourquoi cette opération? C'était en réaction donc, à la dégradation de notre système de santé. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. En 2000, l'OMS disait que notre système de santé était le meilleur du monde. Et l'année dernière, il y a eu un nouveau classement qui a été fait toujours par l'OMS et on est passé au 24e rang. Pourtant, ça fait longtemps que vous, les médecins, vous alertez l'opinion publique sur le fait que le numerus clausus est complètement... Alors, ça fait longtemps qu'on alerte non seulement l'opinion, mais surtout les responsables politiques, mais ce n'est pas le seul problème. Disons que le problème majeur, c'est que depuis plus de 15 ans, il y a un désengagement donc, de la sécurité sociale au profit des assurances privées. Donc, en une quinzaine d'années, ils ont doublé donc, leur chiffre d'affaires. En 2016, donc, c'était 35 milliards d'euros.
Et donc, il y a une loi qui s'appelle la loi de santé 2015, qui a été votée donc en catimini, en décembre 2015. C'était donc le début de l'état d'urgence. Ça a été voté contre l'avis des sénateurs. Et heureusement, cette loi actuellement n'est pas appliquée. Le seul problème, c'est que dans les projets du gouvernement, il semblerait que se dessine une loi qui soit quand même très semblable à cette Donc vous parlez de cette fameuse future loi, Ma Santé 2022 ? Alors, je ne l'ai pas encore étudiée, elle vient juste de sortir, donc on attend de l'analyser. Mais disons que le problème majeur, c'est le fameux désengagement de la sécurité sociale au profit donc, des assurances privées. Donc vous savez que notre système de santé actuellement, le principe fondateur, c'est la solidarité entre les Français pour la santé. Et donc, avec le désengagement de la sécurité sociale et les assurances privées qui prennent de plus en plus de poids, il y aura un moment où ça sera les assurances privées qui géreront notre système. Et donc là, ça ne sera plus le principe de solidarité qui prévaudra, mais ça sera le principe, une logique financière. Voilà. Et la logique financière, c'est quoi ? C'est plus on est malade et plus on va cotiser cher. Plus ça coûte cher, bien sûr. Donc c'est la double peine. Le patient qui est atteint d'une maladie grave, non seulement il est touché par la maladie, qui est quand même une des choses les pires qui puissent vous arriver dans la vie, et en plus il va être lourdement sanctionné sur le plan financier. Et donc vous voulez dire qu'on va devenir comme les Anglais, on ne pourra plus financer sa santé? Voilà, on va même devenir comme les Américains. C'est un modèle proche de la médecine américaine. Vous avez quand même 40% de la population qui n'a pas accès aux soins. Il faut savoir que c'est une médecine qui coûte extrêmement cher. Donc en soignant 60% de la population, ça représente 17% du PIB. Alors qu'en France, en France c'était 11% du PIB. Là, ça a légèrement augmenté. On est passé entre 11,5% et 12%. Donc c'est un problème extrêmement grave. C'est un problème grave également pour les patients parce qu'avec ce système d'assurance, c'est un système de réseau qui sera mis en place. C'est-à-dire que le patient n'aura plus le choix de son soignant, que ce soit son médecin traitant, que ce soit son spécialiste, que ce soit le lieu d'hospitalisation. C'est l'assurance qui nous dira, voilà, il faut voir tel ou tel praticien. On va demander à Yannick Schmitt s'il fait la même analyse sur le projet Ma Santé 2022. Est-ce que vous avez fait la même analyse ? Non, la loi Ma Santé 2022, en tout cas le projet de loi tel qu'il est actuellement, ne parle pas du tout de financement du système de santé et encore moins d'un désengagement de l'assurance maladie. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement la part de remboursement des assurances complémentaires a progressé, en grande partie en parallèle de l'augmentation des dépassements d'honoraires des médecins. Et ça, c'est également un vrai problème pour nous, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que l'accès aux soins, il est conditionné en partie à ce que peut mettre sur la table un patient, puisque régulièrement, moi, je vois des patients dans mon cabinet qui peuvent voir un spécialiste dans la semaine s'ils acceptent d'aller le voir en secteur 2 avec un dépassement d'honoraires, mais sinon, c'est un délai de 3 mois pour un rendez-vous. Voire même pire, je les adresse chez des médecins en secteur 1 qui sont par exemple gastro-entérologues, tout se passe bien, ils vont faire leur consultation et au moment où ils voient l'anesthésiste pour les endormir, c'est là qu'ils découvrent qu'il y aura un dépassement d'honoraires de 100 € et qu'évidemment ils ne peuvent pas se le permettre. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment se poser cette question-là en termes d'accès aux soins, de la possibilité pour tous de payer sa santé, au travers notamment des dépassements d'honoraires, parce que c'est aujourd'hui un gros frein pour la plupart des personnes qui ont besoin de soins. Merci beaucoup en tout cas pour votre analyse à tous les deux. Alors le problème, Jean-François Damour, c'est le problème du secteur 2. Le secteur 2, ça veut dire que le médecin donc, a le droit de dépasser les honoraires qui sont fixés par la sécurité sociale. Voilà. Et pourquoi cette mesure a été prise ? Parce que le coût des consultations et le coût surtout des actes techniques, notamment des actes chirurgicaux, n'a pas été réévalué depuis plus de 30 ans. Et donc le deal, c'était, parce que les médecins, il y en avait beaucoup qui en avaient assez de travailler à la chaîne, qui ne pouvaient pas prendre leur patients assez longtemps. Donc le deal, c'était, on aura un complément d'honoraires, mais en revanche, on gardera le patient plus longtemps. Et les médecins qui sont en secteur 2 ont tenu leur engagement, puisque la moyenne des honoraires annuels des médecins secteur 2 est inférieure à celle des honoraires en secteur 1, bien qu'ils prennent des honoraires plus élevés. Ce qui veut dire qu'ils prennent beaucoup plus de temps pour prendre en charge leurs patients. Donc, il y aurait un remède très simple à ce problème, c'est qu'il y ait une réévaluation donc, des honoraires qui suivent donc, le cours de la vie, parce que le médecin, il a une secrétaire à payer, il a des locaux, et donc tous ces frais, ils augmentent. Et en revanche,
tout ce qui est honoraire ne suit pas donc le coût de la vie. Donc il faudra attendre, donc justement, comme a dit la ministre aujourd'hui, les débats repartent jusqu'au mois de mars, donc il va falloir attendre maintenant le mois de mars pour voir les orientations qu'elle va prendre. En tout cas, merci à tous les deux pour cette analyse. On va passer la parole à Mathieu Béal qui veut... Juste pour rester sur une note positive sur la médecine, moi j'avais lu un article intéressant qui parlait des progrès des nouvelles technologies qui risquaient dans les prochaines années de révolutionner la consultation et la chirurgie. Et pour les choses pas trop graves, bien entendu, notamment ces consultations à distance pouvaient être une solution dans les déserts médicaux. Voilà. C'était juste pour garder une note positive. Mais au bar de l'économie, j'ai déjà reçu plusieurs start-upers qui nous présentent des systèmes de santé justement pour pallier aux problèmes des déserts médicaux et à tous ces manques. Christophe Godot, la médecine interpelle tout le monde, donc oui, Christophe Godot. On est tous patients. Bah oui, on est tous patients quelque part. Non, et puis aussi pour rester un peu sur une note un peu positive, il me semblait que l'espérance de vie en France était une des plus élevées au monde. Je crois même que l'espérance de vie des femmes est équivalente à celle des... Enfin, et championne du monde avec l'espérance de vie des femmes japonaises. Donc, je dis finalement, on n'est pas si mal soigné pour le moment. Mais quand même, les chiffres choquent aujourd'hui annoncés par Yannick Schmitt. Encore 6000 médecins qui vont être perdus d'ici 5 à 6 ans. Ça nous semble quand même... important et grave, puisqu'on parle de désert dans tous les sens du terme. D'ailleurs, il n'y a pas seulement que la médecine, on parle des déserts pour les services publics, d'autres services publics aussi. Donc il va falloir lutter pour aller consulter. C'est un peu ça que vous nous avez dit aujourd'hui, Yannick Schmitt. On va tout de suite vous passer la parole, justement, Christophe Godot. On va changer de sujet, puisque vous êtes membre... Vous avez fondé Camp de Base, ça s'appelle. C'est pas du tout, d'ailleurs, le nom n'est pas du tout ce que vous faites. Finalement, on a plus l'impression, en entendant Camp de Base, que ça pourrait être un club pour les jeunes, mais non, pas du tout. C'est un service au TPE que vous proposez, et peut-être justement aux médecins. Vous pourrez peut-être leur proposer du service, pourquoi pas. Et donc, quelles sont les demandes des entreprises avec tout ce qui s'est passé là cette année, enfin l'année qui vient de s'écouler? Alors, je rebondis déjà sur le mot Camp de Base. Alors ça s'écrit K-A-N-D-B-A-Z. Donc, petite allusion effectivement au camp de base de montagne. Et là, en fait, si, c'est quand même, quand même, le nom est quand même assez proche de notre métier, puisque l'idée, c'est de fournir aux entrepreneurs et aux créateurs d'entreprises un véritable camp de base. C'est un endroit où ils peuvent se poser. Où ils peuvent se poser, avoir des conseils. Vous savez, la création d'entreprise et la vie de l'entrepreneur, c'est un peu une ascension finalement. Donc il y a des étapes à franchir et c'est assez utile de se retrouver dans des endroits pour être conseillé et pour avoir une boîte à outils qui vous permet de franchir quelques caps ou quelques phases difficiles. Donc les besoins que l'on a, et ça rejoint un peu la discussion précédente sur la partie qui touche à la surcharge administrative. Et en fait, ce que j'ai entendu, c'est qu'effectivement, les médecins étaient assez submergés. Ils sont comme les chefs d'entreprise. Oui, et en fait, les chefs d'entreprise le sont vraiment. Il y a eu beaucoup de mesures. Vous savez, il y a eu ce qu'on appelle le choc de simplification, qui avait le nom, en tout cas, du choc de simplification, mais qui n'en a pas eu forcément les fruits attendus. Hein. Pourtant, il y a eu comme partie prenante des entrepreneurs qui ont participé à cette réflexion. Le choc de simplification avait commencé sous François Hollande, et puis Bruno Le Maire a relancé cette idée avec notamment la fameuse loi Pacte, qui est censée faciliter la vie des chefs d'entreprise. Alors la surcharge administrative, c'est une réalité. On en a parlé tout à l'heure avec la loi RGPD, qui est une nouvelle contrainte pour les entrepreneurs. Et honnêtement, c'est une contrainte qui est très forte, puisqu'il y a une nouvelle communication à faire avec ses clients, qui n'est pas une communication très facile, puisqu'il faut envoyer des conditions générales de vente modifiées, enfin des choses très administratives. On a une meilleure façon de s'adresser à ses clients que d'envoyer de nouvelles contraintes administratives avec de nouvelles conditions générales de vente. Il y a le prélèvement à la source. Alors là, on est en plein dedans, puisque... Oui, on saura donc demain s'il y a des erreurs ou pas. Exactement. Et en première ligne sont les entrepreneurs,
puisque c'est le Ah bah, tout salarié repose sur eux, s'adresse oui. au chef d'entreprise. Sauf qu'ils ne pourront rien répondre, puisque c'est l'administration fiscale qui va Alors, tout gérer. Oui, alors c'est l'administration fiscale qui va gérer, je dirais, l'architecture technique du prélèvement à la source, mais c'est l'entrepreneur qui, au quotidien, répond aux questions de ses collaborateurs. Donc, alors c'est quelque chose qui est préparé depuis longtemps, puisque, vous le savez peut-être, mais il y avait une estimation du montant d'impôt déjà sur les fiches de paye avant celle-ci, mais là, elle se met en place réellement à la fin du mois. Donc on est complètement dans cette logique de charge administrative. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, mais nous, nos clients, on a 4000 clients qui, quasiment tous les jours ou tous les mois, nous disent que c'est de plus en plus compliqué. Donc pour répondre à votre question de ce que cherchent les entrepreneurs, nous, on commence quasiment toutes nos missions avec eux par une prestation qui est assez méconnue, qui s'appelle la domiciliation d'entreprise. La domiciliation d'entreprise permet à un entrepreneur d'avoir un siège social chez nous. Donc on a à Paris 12 centres, 12 camps de base dans lesquels 12 centres donc. Oui. Donc dans les arrondissements de Paris, on a dans les différents arrondissements de Paris et dans le Val-de-Marne. Et donc la première chose, si vous voulez, quand vous créez une entreprise, c'est de trouver votre siège social. Vous savez, il y a un document qui s'appelle le CALIS, qui est une espèce de carte d'identité de l'entreprise. Bon, bah, je pense que c'est en deuxième ligne après le nom et la dénomination sociale, on vous demande le siège social. Donc vous avez plusieurs possibilités, soit vous mettez chez vous, mais c'est soumis à certaines règles et contraintes, notamment si vous n'êtes pas propriétaire, soit vous prenez des locaux, mais c'est souvent très cher, surtout si vous êtes sur un 369, vous avez un engagement dans la durée qui est assez long, soit vous faites de la domiciliation, vous prenez une solution de domiciliation, et qui est en général plus intéressante économiquement et qui vous permet de séparer votre vie pro et votre vie perso. Alors, ça c'est la première demande donc, des entreprises. C'est quoi les autres demandes en ce moment? On va être sur des prestations. Il y a une prestation qui marche très très bien, qui est la permanence téléphonique, le standard téléphonique, notamment pour nos clients artisans qui sont sur des chantiers ou qui n'ont pas le temps de répondre à leurs appels et qui perdent beaucoup de revenus. Alors c'est une prestation assez marrant parce que le téléphone, on pensait que c'était un peu obsolète comme techno. Oui, parce que... En fait, le téléphone est extrêmement utile et utilisé dans le business. Et c'est devenu d'ailleurs une fonction très technique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui travaillent dans ce domaine. Mais vous savez, le fait que nous, on puisse répondre pour notre client avec son nom, le nom de son entreprise, prendre quelques éléments de devis, et puis lui assurer que son appel était pris en compte avec la prise de ses coordonnées, etc. Ça paraît extrêmement standard comme prestation, et c'est très demandé. Mais justement, pourquoi vous n'ouvrez pas vos services aux médecins? Parce que finalement, eux aussi, ils en auraient bien besoin par moment au niveau de l'appel téléphonique. Notre plateau d'appel est en France, est basé à Fresnes, donc dans le Val-de-Marne. On a beaucoup de médecins. Ah, vous avez des médecins, oui, donc. On a beaucoup de médecins, mais on a... alors, c'est une vraie spécialité, hein, la permanence téléphonique médicale. Donc voilà, nous, on la traite, mais aujourd'hui, on a essentiellement des entreprises TPE, entre 0 et 2 salariés, qui nous confient cet accueil téléphonique. Donc la première demande, on a compris, Christophe Godot, c'est donc la domiciliation. La deuxième, c'est le téléphone. Et ensuite, qu'est-ce qui vient comme demande? Nous, dans nos 12 centres, des espaces équipés qui permettent de recevoir nos clients. Donc, qui peuvent louer des espaces à partir de 1 heure jusqu'à 1 an dans certains cas. Bureaux équipés, espaces de travail, de la connexion fibre optique dans tous les centres, un coin café, des hôtesses pour accueillir leurs clients, leurs fournisseurs. Et on a beaucoup de consommation à l'heure de nos clients qui viennent. Pour recevoir des clients ou des prospects en rendez-vous. Les clients viennent, ils sont domiciliés chez Canva, ils viennent, ils s'installent pour 1 heure, ils reçoivent leurs clients, leurs fournisseurs, leurs salariés, parfois l'administration fiscale. C'est moins drôle, mais ça fait partie. Et là, vous les accompagnez aussi quand vous les accompagnez quand c'est des rendez-vous comme ça un peu plus, disons, spécifiques? On ne les accompagne pas en général dans ces moments-là. Par contre, on les accompagne vraiment dans la maturation de leur projet. Là, vous savez, quand vous lancez, vous avez besoin de discuter, d'être challengé avec des gens. Nous-mêmes, avec mon associé, on est entrepreneurs depuis 20 ans, donc c'est des sujets qu'on aime beaucoup et on aime beaucoup en discuter avec nos clients. Et souvent, c'est leur donner, on parlait des remplaçants médecins tout à l'heure,
c'est de leur donner un autre avis éventuellement que l'avis de l'expert comptable avec qui ils travaillent, et plutôt l'avis business. Donc on va leur donner l'avis vraiment de donner avec notre expérience d'entrepreneur. Merci Christophe Godot. Mathieu Béal a une question à vous poser, je pense. C'était pas une question, c'était un commentaire sur le téléphone pour dire que c'était parfois le moment instantané où on parle avec le client et on peut dénouer une solution qui parfois est difficile à régler par mail, surtout par mail maintenant, mais voilà, et c'est effectivement assez difficile de bien maîtriser le téléphone pour pas que ça devienne contre-productif. Voilà, c'est le fameux lien digital et physique. Je crois qu'aujourd'hui on revient à, si on prend des grosses startups type Airbnb ou ce type de startups, qui ne sont plus des startups maintenant, qui sont des acteurs forts par exemple dans le tourisme, je crois qu'il y a une proportion qui est de plus de 50% des transactions qui se terminent au téléphone. Donc finalement, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Il faudrait que l'État nous entende, notamment en ce qui concerne les renouvellements de cartes grises, parce que c'est costaud là aussi de remplir tous les formulaires, et pour des simples erreurs, il faut tout recommencer dès le départ. Là, franchement. Les cartes grises. Voilà, je sais pas. La prochaine fois que j'ai un élu, je vais l'interpeller là-dessus, parce que c'est quand même. On dit le digital, mais effectivement, le rapport humain, il y a quand même que ça de vrai. Merci Christophe Godot. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les entreprises? Alors, vous avez parlé de l'accompagnement pour les startups, donc les TPE. Oui, donc ça, c'est très demandé aussi. Effectivement, notre dernier métier, c'est un métier encore une fois pas très connu qui s'appelle les formalités légales. Voilà, la carte grise, ça en fait partie. Oui, voilà, exactement. On a dans le groupe une filiale qui s'appelle l'Office des formalités et qui se consacre à la réalisation des formalités légales. Alors, c'est quoi une formalité légale? Dès que vous faites une modification sur ce fameux cabis, alors je suis désolé, j'utilise des mots, mais que... Non, mais nos auditeurs savent très bien quand même. En fait, on sait tous qu'est-ce qu'un cabis. Et donc c'est comme vous l'avez dit d'ailleurs. Une modification, un changement de gérant, un changement de siège social, des cessions de parts, une augmentation de capital, vous faites une formalité légale. Donc vous passez par un formaliste qui va se rendre, qui va regarder si vous avez toutes les pièces, etc., qui va aller au greffe du tribunal de commerce de Paris, et qui va pour vous déposer votre dossier, et qui va vous garantir qu'il sera traité dans des délais raisonnables. C'est vrai que c'est mieux de passer par un formaliste, comme vous dites, parce que quand on essaye de les faire tout seul, il manque toujours quelque chose. Quand on va au tribunal pour déposer, on a toujours oublié, et donc du coup, faut tout recommencer. Le greffe a énormément progressé sur ce sujet. Il nous aide? Oui, tout à fait. D'accord, donc on peut faire les formalités soi-même, malgré tout. Par exemple, on a beaucoup de clients avocats, à peu près 300 avocats qui travaillent avec nous, et qui nous confient leurs formalités parce que c'est un vrai métier en fait. Et quand vous avez des dossiers un peu techniques, il faut contrôler un certain nombre de pièces, de relire des PV avec des informations très techniques, effectivement, il vaut mieux faire appel à un formaliste. Alors Christophe Godot, comment vous avez eu l'idée de créer Contbase, puisque ça a été créé en 2007? Comment vous est venue cette idée? Et comment vous l'avez financée, puisque vous avez maintenant 12 centres dans Paris? Oui, alors, enfin, dans Paris et le Val-de-Marne, comme on dit. Ce n'était pas une vocation, quand j'ai fait mes études, de faire de la domiciliation. Mais effectivement, j'y suis venu. Alors déjà, je suis associé avec mon associé depuis 20 ans, donc c'était déjà aussi ça le point de départ. Donc c'est deux copains d'école qui en sortant presque après, parce que vous êtes jeune encore. On s'est connus par un copain commun. Et effectivement, on a commencé notre carrière dans le conseil, donc on a fait 10 ans de conseil, on a créé une société qui s'appelle Intuitus, qu'on a revendue en 2017. Mais parallèlement, on voulait absolument mettre les mains dans le cambouis, si j'ose dire, ouvrir le capot et être au contact des petits en taille entrepreneurs. Et donc on a cherché un certain nombre de métiers qui nous intéressaient et on est tombé sur le métier de la domiciliation en 2007. Et on a fait ce qu'on appelle un build-up, c'est-à-dire qu'on est parti d'une structure et on en a racheté à peu près une dizaine depuis 2007. Et on a fait, pour répondre à votre question sur la façon de financer, on a fait un peu d'autofinancement et puis on a fait du financement classique. Auprès des banques auprès des banques et auprès d'un fonds d'investissement. Alors, dans les entreprises que vous accueillez ou que vous aidez, est-ce que vous les aidez aussi au niveau financier s'ils ont besoin de se développer, à faire des levées de fonds?
Alors non, on a des partenaires qui le font. C'est un métier, la levée de fonds est un métier très spécifique. En revanche, on va les aider à trouver des partenaires bancaires. Vous savez qu'en France, là, depuis 2 ans, le milieu bancaire a complètement évolué. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des néobanques, qui sont des banques en ligne, qui sont bien adaptées aux entrepreneurs. Et on a des partenariats, nous, avec ces néobanques. On va mettre nos clients en relation avec elles. Et dans ce cadre-là, ils vont pouvoir avoir... On peut citer des noms de néobanques avec qui... On a un partenariat avec Conto, par exemple. Conto. Ouais. Qui est une néobanque, effectivement, complètement. Et donc, on peut avoir confiance dans ce type Oui, complètement. Parce que c'est tout nouveau, les néobanques. Je n'ai pas encore abordé le sujet. Les néobanques, si vous voulez, c'est une banque classique avec derrière un organisme financier officiel, puisque c'est obligatoire pour avoir l'agrément de banque en ligne. Les néobanques, elles vont vous permettre de tout faire en ligne. C'est-à-dire à la fois vos opérations, elles vont vous donner des outils de suivi de vos dépenses. Et en revanche, il y a des choses qu'elles ne font pas. Par exemple, si certains artisans ont des chèques à déposer ou des espèces, vous ne pouvez pas les déposer dans une néobanque. Donc il faut forcément plusieurs comptes, une banque classique et puis une banque Internet. Nos clients sont assez consommateurs. Merci Christophe Godot. Peut-être qu'un jour on abordera justement ce sujet de la néobanque que je n'ai pas encore commencé à toucher du doigt, mais ça va venir. On va tout de suite faire une jolie pause musicale, peut-être encore un hommage à Michel donc Legrand, comme toute la semaine, avec cette fois un extrait de l'affaire Thomas Crown. Et puis après, ce sera la chronique de Bruno, sa recette de cuisine, qui va enchaîner. C'est pas mal. Très bien. Ça tombe bien. Donc là, pareil. Ça va, Philippe? Il a peur que je prenne ses boutons. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Et vous? Ben oui, très bien. On est dans les temps. Vous voulez un café? Bon. Donc, 1 minute 30 à peu près d'extrait musical. Bruno, il enchaîne direct. Yes. Bah, tu me lances quand même, non? Non, je te lance pas. D'accord, bon. Je te dis pas bonjour aujourd'hui. D'accord. Bon, écoute, je sais pas si je reste. Il faut quand même que je te réponde. Il faut quand même que je te réponde. Je me remets par là. Non, a priori, je te... Tu dis pas bonjour Florence? Si, ah bah si, bien bon, sûr. Bah alors. Oui, oui. Bien sûr, c'est toujours le premier mot. Parce que d'habitude, c'est moi, je lui dis bonjour Bruno, il me répond bonjour Florence. Donc là, on va faire l'inverse. Je vais te contrarier. Si tu veux être vu par la caméra, il faut que tu te mettes par là-bas. Ils s'en foutent de qui. Mais les auditeurs de Facebook, ils s'en foutent pas. Oui, c'est vrai ça. Vous aimez bien? Ouais. Vous aimez bien voir qui parle? C'est sympa. T'es là tout à l'heure, Philippe? On arrive à les comptabiliser, les auditeurs sur Facebook? Sur Facebook, oui, on y arrive. On y arrive. Et une agence nous a dit qu'on avait maintenant, grâce à la page, on a 4000 followers on a sur Facebook. Ah ouais, c'est bien. C'est pas mal. On a doublé. En fait, en 1 an et demi, on a doublé. C'est bien ça. Bah, peut-être que c'est plus facile de l'attraper aussi. Oui. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Bonjour Bruno. Non. Bonjour Florence. Bonjour Bruno. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un plat tout simple, tout léger, mais surtout tout bon. C'est bête comme tout, mais c'est un vrai bonbon. Et quand je dis bonbon, c'est le mot, vous allez voir pourquoi. On va donc faire des papillotes de saumon au citron confit et au gingembre. Il vous faudra une petite quinzaine de minutes de préparation et à peu près autant de cuisson. En fait, c'est selon l'épaisseur du pavé. On part là pour une recette pour 4 personnes. Il vous faut donc 4 pavés de saumon, 2 citrons confits, un petit morceau de gingembre frais, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de baie rose, 4 brins d'aneth et de la fleur de sel. Pour commencer, vous préchauffez votre four à 190 degrés. Ensuite, vous découpez 4 carrés de papier cuisson de 30 cm de côté environ. Au centre de chaque feuille, vous déposez un pavé de saumon. Vous parsemez d'un peu de gingembre pelé et haché, d'1 ou 2 tranches de citron confit, d'un peu d'aneth
et de baies roses. Vous arrosez d'un filet d'huile d'olive et vous verrez déjà, c'est très joli à l'œil. Vous refermez les papillotes en attachant chaque extrémité avec de la ficelle de cuisine. Et c'est là que vous aurez sous les yeux comme des gros bonbons. Vous mettez vos papillotes dans un plat et vous enfournez pour une petite quinzaine de minutes. Vous assaisonnez de fleurs de sel et vous servez d'une purée de pommes de terre, par exemple. Et pour accompagner ce délicieux plat, je sais que vous attendez ça avec impatience, Florence, vous pouvez vous offrir un verre de Riesling et vous verrez, vous passerez alors un excellent moment tout en douceur. Bon repas à tous et je vous retrouve à 13h30 dans l'émission Sport en Val d'Oise où on parlera d'athlétisme. Au revoir. Merci beaucoup Bruno pour cette magnifique recette. Effectivement, c'est léger et en même temps, le citron confit, c'est succulent. On va tout de suite passer la parole à Isabelle Bassani-Pierre et à Mathieu Béal parce qu'on va parler formation internationale aujourd'hui, donc avec l'École supérieure du commerce extérieur. Donc Isabelle Bassani, vous êtes la responsable des affaires du programme des affaires internationales. Donc comment organise-t-on donc des études à l'international? Alors il faut savoir qu'en fait le SCE propose 2 parcours. Tout dépend en fin de compte de la motivation de l'étudiant. En général, donc l'étudiant sort donc avec son bac et il a donc 2 possibilités. Soit il veut faire des études en 3 ans, et dans ce cas-là on propose un bachelor donc international. Ou alors, il envisage déjà donc, des études plus importantes avec un grade de master que l'école propose. Et à ce moment-là, c'est sur 5 années. Et alors, à l'heure où Parcoursup vient d'ouvrir, donc vous êtes inscrit sur la plateforme Parcoursup? Bien sûr, tout à fait. Et alors, donc, pour entrer... C'est le parcours du combattant. Oui, bah, comme disent les proviseurs, tous les jours, il faut y aller. Mais bon, peut-être qu'on pourrait faire ça aussi. Donc, on sait. Alors, pourtant, il y a quand même une amélioration par rapport à l'année dernière. Puisqu'en fin de compte, à première vue, il y a eu un engagement comme quoi les étudiants, les lycéens, sauraient au mois de mai, fin mai, juin, on va peut-être aller jusqu'à juin, où ils pourront aller l'année prochaine. Ce qui n'était pas le cas donc l'année d'avant, puisque au mois de septembre, les étudiants ne savaient toujours pas ce qu'ils allaient faire donc au niveau de leurs études. Il y a eu un engagement qui a été fait à ce niveau-là. Voilà. Bah alors justement, pour s'inscrire, donc quand on coche ses vœux, comme on dit sur Parcoursup, il va falloir motiver son choix. Donc vous allez tenir compte donc des motivations écrites de chaque candidat. Alors, comment vous faites? Au niveau de l'école, non, on ne peut pas se permettre de tout regarder, il faut être honnête. Donc en fait, ce sont les étudiants ensuite qui vont sur les salons. Et en ce moment, on fait beaucoup aussi de journées portes ouvertes, on fait des soirées, on les motive, on les chouchoute, nos étudiants. Alors c'est une école privée, oui, tout à fait. C'est ça, mais on y rentre comment? Alors voilà, donc c'est pour ça que j'allais y venir. Donc en fait, on est dans des concours. Alors nous, en l'occurrence, on est dans le concours Sésame, qui reprend donc plusieurs écoles, dont donc le SCE. Et à ce moment-là, les étudiants donc ont un écrit à faire, et quand ils ont réussi leur écrit, eh bien, ils vont en fait après donc passer un oral. Alors, on les accompagne à l'oral, puisqu'ils peuvent, à nos journées portes ouvertes, venir et on leur explique ce qu'ils devront faire. Donc, évidemment, c'est là où on va voir leur motivation première pour travailler à l'international, puisque notre école est vraiment axée. Il faut savoir que ça a été la première école. On a fêté les 50 années en 2018. Donc, la première école qui a été dédiée à l'international. Et donc, c'est vraiment notre ADN. Donc, ces étudiants-là, c'est certain que quand on voit qu'ils ont cette motivation, eh bien, ils sont retenus. Et donc, c'est là où, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, soit on les oriente sur un parcours de 3 ans, soit sur un parcours de 5 ans. En ce qui concerne le concours Sésame, de toute manière, c'est notre grade de master, donc c'est sur 5 années. C'est sur 5 années. Donc, alors, votre école propose, j'ai remarqué quand même quelques spécificités qui sont très intéressantes. C'est notamment beaucoup de mois à passer à l'étranger. Tout à fait. Alors, voilà. Expliquez-nous comment ça se passe. Alors, en fait, la première année, on les initie à l'international avec un grand nombre de matières, géopolitique, PTCI, comme Mathieu donc fait, et moi-même d'ailleurs, parce que je continue d'enseigner. Donc voilà, on leur explique un petit peu l'environnement international. À la fin de la première année, ils partent en stage. Voilà, donc ils peuvent déjà, s'ils le veulent, aller dans une entreprise internationale. Ce n'est pas une obligation la première année, bien évidemment, parce qu'ils n'ont fait qu'une année d'études. Ensuite, sur la deuxième année, alors là, on est très fiers de ce que l'on propose, puisque nous proposons une mission internationale, c'est-à-dire qu'ils deviennent consultants dans une entreprise et ils ont, en l'espace de 2 mois, une mission à réaliser. Ils deviennent vraiment, ils font du consulting. Alors évidemment, à leur échelle,
mais ils ont déjà 2 années, donc en fait, ils se débrouillent très bien, nos petits étudiants, qui sont coachés. Il y a un système de tutorat. Je te coupe juste pour dire Mathieu que Béal. moi, je l'ai fait en Espagne, par exemple, pour un groupe immobilier qui cherchait un petit peu à étudier le marché français pour commercialiser des produits dans le cadre de la construction d'un parc d'attractions. Voilà. Alors Mathieu, en effet, ce qu'il ne dit pas, c'est que c'est un ancien étudiant, en fait, Donc, de SCE. voilà. Pourquoi il dit qu'il a fait On cette a compris mission. avec son intervention que c'était un ancien étudiant et qu'en plus maintenant il enseigne lui-même dans Exactement. l'école. Oui, parce qu'on est très intéressé par nos anciens étudiants. On a un réseau alumni très important. Et c'est vrai que voilà, on est en contact avec eux régulièrement. Il y a même des soirées organisées avec eux. On est très très proche de nos anciens étudiants. Et d'où le fait que Mathieu un jour m'a demandé savoir s'il pouvait enseigner. Et bien évidemment, il a été bienvenu. Et donc maintenant, on travaille en collaboration. Il y a combien d'élèves par année, par promotion, par année? Alors, au total, sur le vous campus, pouvez accueillir on a 2500 étudiants à l'ESCE. Et alors, je dirais que c'est quand même assez variable. Donc, on peut... Alors, si je voulais continuer, parce qu'en fait, il y a des admissions parallèles après. Donc, si je voulais continuer, donc par rapport à ma 2e année, après, il y a la 3e année où je réponds à votre question première, il y a un stage là à faire. Et en fait, à partir de là, on peut récupérer de nouveaux étudiants qui vont faire 4 et 5 pour arriver à ce grade de master. Voilà, donc par équivalence, on peut rentrer dans votre école en 3e année. Avec un concours qu'on appelle Ambition Plus. Donc on récupère des étudiants, en fin de compte, pour la 4e et la 5e année, qui vont leur permettre ensuite de faire donc une spécialisation, puisqu'on propose énormément de spécialisation internationale. Donc, que ce soit dans la finance, imaginons un ingénieur qui veuille rentrer dans notre école, il faut qu'il fasse le concours Ambition Plus ou bien est-ce qu'il doit venir vous rencontrer en direct? Il faut s'inscrire sur Ambition Plus. Il y a la passerelle. D'accord. Absolument. Et d'ailleurs, même nos bachelors, s'ils ont fait 3 années, s'ils veulent passer ensuite donc, dans notre programme Grande École, ils iront aussi faire le concours. Voilà. D'accord. Donc à chaque fois, il y a un examen quand même de culture, j'imagine, générale et mathématique, enfin un peu toutes les matières. Beaucoup de connaissances logico-mathématiques au départ, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi quelque chose qui est très important chez nous, c'est les langues. Puisqu'on est à l'international, et ça, on y tient considérablement. On amène à un très haut niveau nos étudiants, donc dans un contexte linguistique. Et ça, c'est un plus, évidemment. Combien de langues enseignez-vous? Alors, nous avons anglais, espagnol, allemand, italien, arabe, russe, chinois. Voilà. Et il faut savoir que tous nos professeurs qui enseignent donc les langues sont des natifs du pays. Voilà, donc ça c'est très important. Alors au niveau de l'anglais, c'est un peu plus, on a des Américains, on a donc des Anglais bien évidemment, on a qui viennent de Nouvelle-Zélande, donc l'Australie, voilà. Donc c'est vrai que c'est la culture anglo-saxonne d'une manière générale. Voilà, donc c'est ce qui est intéressant, c'est que tous vos professeurs sont natifs de leur pays, enfin de la langue. Exactement. Voilà, ce ne sont pas des Français. Bien évidemment pour nos élèves. Pour les élèves, bien sûr. Alors, est-ce que vous êtes reconnu par l'État? Quelles accréditations avez-vous? Alors, nous sommes évidemment reconnus par l'État. Nous avons récupéré notre grade de master donc, sur 4 ans, ce qui est quelque chose d'exceptionnel, puisque le maximum qui peut être donné, c'est 5 années. Et donc là, nous l'avons eu donc, en 2018, donc on est reconduit donc, sur 4 ans. Et nous avons également le grade d'EPAS, qui est un grade international, une certification internationale, qui nous a été donc reconduite sur 3 années. Là, pareil, quelque chose qui est très très bien. On en est assez fiers. Alors j'imagine que Erasmus, pour vous, ça n'a pas de secret? Alors bien sûr, Erasmus, bien évidemment, surtout que c'est l'objectif en fait de notre école, étant donné qu'on a notre ADN international, on a été les pionniers dans ce domaine, il est évident qu'il fallait absolument recruter un maximum d'étudiants étrangers et bien évidemment aussi faire partir nos étudiants. Donc tous nos étudiants dans les cursus des 5 années vont partir au moins un semestre, je dis bien au moins un semestre dans une université qui est en fin de compte en partenariat avec nous. On a un réseau de plus de 180 universités dans le monde. Ça veut dire énorme. Et sur combien de pays? Voilà. J'ai envie de dire que tous les continents. Tous les continents. On ne va pas parler de pays parce que là ça serait beaucoup, mais voilà, tous les continents, on y est. Et donc, et on est en perpétuelle progression, puisque notre objectif, c'est pas de s'arrêter là. Et c'est donc que nos étudiants, on leur laisse la possibilité d'aller n'importe où dans le monde où ils veulent. Alors, en fait, les Erasmus, les premiers font les premiers choix. Et puis, au fur et à mesure, donc, évidemment, ils peuvent aller donc, dans les autres universités qui sont peut-être un petit peu moins reconnues. Mais voilà, tout le monde peut partir et c'est vraiment notre objectif. Et on fait venir également
des étudiants étrangers. L'objectif, c'est qu'il y ait vraiment ce mélange de cultures. Hein. Pour nous, c'est très important. C'est cette richesse culturelle qui nous importe. Et donc, à partir de là, on a signé là, un accord avec l'université en Chine. Et donc, l'année prochaine, alors on a déjà des étudiants chinois, bien évidemment, mais là, il va y avoir encore un autre engouement avec la Chine, puisque bon, on ne peut pas ne pas parler de la Chine quand on parle de commerce international, bien évidemment. Et donc, en première année, vous êtes capable d'accueillir combien d'élèves pour la session qui arrive là? Alors, 500. 500 élèves, voilà, vous pouvez accueillir. Voilà, hein, l'objectif. Mais en général, je ne vais pas vous dire, on a eu jusqu'à 500, mais on est aux alentours de 350 en moyenne. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Juste, combien ça coûte, peut-être? Alors, si vous êtes dans le programme Grande École, c'est 10 000 € par an. Si vous prenez donc le programme Bachelor, c'est 7 000 € par an. Donc, c'est la moyenne du tarif des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce. Ok. Merci beaucoup. On va tout de suite passer la parole à Mathieu Béal, parce qu'il nous reste plus que 4 minutes d'antenne. Mathieu, vous enseignez donc la pratique et les techniques de commerce international. Donc, c'est-à-dire on essaie de donner une vision à l'étudiant de l'entreprise dans sa globalité, mais aussi avec les spécificités qui sont propres à chaque fonction. Et puis, par la suite, on rentre un peu plus dans les techniques telles que le transport, telles que le calcul du prix de vente, la présentation d'une offre à l'international, des choses qui sont nécessaires ensuite, qui sont bien sûr propres à chaque entreprise ensuite dans la vie professionnelle, mais le fait d'avoir déjà une idée des concepts et de savoir les recevoir quand on arrive dans une entreprise, c'est très important. Oui, parce que est-ce que l'étudiant, quand il arrive, est-ce qu'il y a la réalité de l'entreprise, à votre avis? Pas toujours. Là, les bachelors, par exemple, viennent du monde professionnel, viennent de la fac, par certains arrivent de médecine, donc parce que ça ne leur a pas plu. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2. Mais quand même. c'est quand même des profils très hétéroclites, et il faut essayer de leur donner un socle un peu commun, une vision de ce qui se passe en entreprise. Donc au début, c'est quand même la découverte finalement de comment fonctionne une entreprise. On est au stade découverte, mais après on avance sur des choses plus techniques. Si on parle d'incoterm, de proforma, des choses propres au commerce et au commerce international, quand on doit aller dans le détail. Si je peux me permettre, je voudrais rebondir par rapport à cela. En fait, les 3 premières années, c'est très terrain, c'est donc, comme vient de dire Mathieu, toutes les pratiques et toutes les techniques, tous les outils pour pouvoir maîtriser l'international. Et ils sont faits, donc, en général, par des professionnels, donc comme Mathieu, comme je suis, et comme donc, tous mes collègues. Et ensuite, la 4e et la 5e année, qui montent au management, et bien donc là, de par les accréditations, il est très important d'avoir aussi des enseignants-chercheurs, hein, donc qui vont, en effet, comme on l'indique, chercher, informer, etc. Et c'est vraiment ce panel qui est très important, puisque les étudiants sont face vraiment à une connaissance terrain, opérationnelle, et ensuite beaucoup plus le contexte fonctionnel, avec donc des connaissances plus élaborées pour pouvoir manager des équipes plus tard. Et quand on sort de cette école, donc mettons en 5 ans, qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de poste, justement? Alors, qui répond? Mathieu? Mathieu Béal, justement, parce que... Non, effectivement, moi je suis un peu le produit... le produit type. Un peu le produit type, oui, parce que je suis sorti de l'école, donc j'avais fait une mission en Espagne, j'avais fait le semestre au Mexique, et puis en sortant de là, j'ai cherché à faire un VIE, donc le volontariat en entreprise, qui a remplacé les coopérants du service national pour la version plus ancienne, et je suis parti en Chine pour faire du développement commercial pour des sociétés françaises, des fabricants d'Auvergne dans la coutellerie, l'art de la table. Et en revenant de cette mission, je ne suis pas resté en Chine. Hein, j'avais envie de revenir au pays, et puis de retour, j'ai trouvé un travail dans l'import-export. Donc je suis un peu un produit type. Mais, et ça a été facile de trouver un poste à l'international quand vous êtes sorti? Le VIE, c'est pas facile. Non, ça, parce qu'on doit se battre avec les meilleurs, on doit se battre avec des ingénieurs, des écoles très prestigieuses qui sont, comme on le sait en France, l'étiquette, le label compte un peu. Donc il faut se battre, mais j'ai pu constater que la formation, elle est à un niveau qui est largement suffisant, et si on travaille pendant ces années de scolarité, on arrive à être un vrai débrouillard.
voire même, pour utiliser un mot un peu barbare, effectual. C'est-à-dire qu'on apprend le test and learn et le projet qu'on a au départ n'est jamais celui qui est à l'arrivée. C'est toujours comme ça dans la vie finalement. Mais on apprend aussi à ne pas forcément à se projeter. On n'essaie pas de tout planifier forcément. On peut aussi recevoir l'environnement, faire avec ce qu'on trouve et ensuite trouver une solution. C'est en plus assez actuel, j'ai envie de dire, parce que... Isabelle Bassani-Pierre. Oui, alors en effet, donc Mathieu devient déjà un vieil étudiant, parce que donc voilà, on a énormément continué. Moi qui vous vois, je le vois qu'il est encore très jeune, donc je peux dire aux auditeurs non, qu'il n'est pas vieux du tout. Il nous reste 1 minute d'antenne. En effet, pour nous, en fait, on a continué de progresser. On met beaucoup de possibilités des business games pour vraiment qu'ils soient toujours dans le mouvement, qu'ils soient toujours dans l'anticipation, qu'ils soient capables de réagir face à n'importe quel problème. Et ce que je voulais dire, en plus de ça, on vient de signer un accord, et ça c'est très important, avec l'école internationale Montessori. Donc on est la première école post-bac à le faire, et j'insiste bien, puisqu'en fin de compte, on va à partir donc, de cette année, attirer nos étudiants et surtout leur faire prendre conscience de leur potentiel propre. Merci beaucoup Isabelle Bassani et Mathieu Béal de nous avoir présenté donc aujourd'hui l'École supérieure du commerce extérieur. L'émission s'achève et donc je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous retrouve dès demain. Demain, nous serons en compagnie du maire d'Aubonne. À bientôt. Et voilà, il nous reste 10 secondes, donc c'était la fin. Je suis désolée. Je suis pas